Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'information. Voici les titres de l'actualité. Le discours du président congolais Félix Tshisekedi à l'occasion de la fête de l'indépendance. Un 64e anniversaire célébré dans un contexte sécuritaire difficile pour l'armée. La ville de Kanyabayonga au nord Kivu est tombée entre les mains du M23 le 28 juin. Le spectre de la famine plane au Soudan. Les Nations Unies évoquent une détérioration rapide de la sécurité alimentaire. Quelques 755 000 personnes sont confrontées au niveau le plus grave de la faim extrême. Et puis Noura Raïsan-Djikam, couronnée Miss Cameroun, la nouvelle reine de beauté originaire de la région du Nord, a séduit le jury face à 26 autres candidates. Un sacre obtenu lors d'une édition centrée sur la lutte contre les violences faites aux femmes et aux jeunes filles. Mais tout d'abord, retour sur ce jour de fête en République démocratique du Congo. Le pays célébrait ce 30 juin le 64e anniversaire de son indépendance. Une célébration néanmoins ternie par l'insécurité à l'Est qui continue d'endeuiller l'État. Sujet épineux qui s'est naturellement imposé au cœur du discours du président Félix Tshisekedi prononcé dans la nuit de samedi à dimanche. Le chef de l'État est revenu sur la prise de Kanyabayonga par les rebelles du M23. Ville de la province du Nord Kivu, considérée comme stratégique car elle permet d'accéder à des villes situées plus au nord, telles que Butembo et Beni. La localité est passée sous le contrôle des rebelles le 28 juin. Le chef de l'État dénonce, je cite, une agression flagrante contre la souveraineté nationale et la paix du peuple. Outre la situation sécuritaire, le dirigeant s'est aussi attardé sur les perspectives économiques qu'il a présentées comme favorables. Écoutons-le. Mes très chers compatriotes, le défi sécuritaire auquel nous sommes injustement confrontés est complexe et exige une réponse collective, courageuse et déterminée de notre part. En cette journée sacrée de notre indépendance, je ne peux passer sous silence la grave situation sécuritaire qui secoue notre pays. Ce qui se passe à Kanyabayonga, à Kaini, au village du sud de Lubero ainsi que dans les territoires de Rutshuru, de Nyiragongo et du Masisi, constitue une agression flagrante contre notre souveraineté nationale et la paix de notre peuple. En ma qualité de président de la République et commandant suprême des forces armées et de la police nationale, je tiens à vous assurer de ma détermination inébranlable à défendre l'ensemble de notre territoire et à rétablir la paix. Nos vaillants soldats sont en première ligne et ensemble, nous triompherons de cette agression injustifiée. À nos frères et sœurs de Kanyabayonga et des régions avoisinantes, je veux exprimer ma profonde solidarité et ma compassion face aux souffrances que vous endurez. Votre courage et votre résilience sont une source d'inspiration pour la nation tout entière. Soyez assurés que je mets tout en œuvre pour rétablir la sécurité et protéger nos concitoyens. Ils avaient claqué la porte de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Le Niger, le Mali et le Burkina Faso avaient signé en septembre 2023 une charte instituant l'Alliance des États du Sahel, une nouvelle alliance mise en place pour mutualiser leurs efforts face à la menace terroriste. Outre le volet militaire, l'AES œuvre aussi en faveur de l'intégration régionale, un engagement rappelé récemment par Abdoulaye Diop, le ministre malien des Affaires étrangères, cher Omar Kamara. Lors d'un récent forum en Belgique, le 27 juin 2024, Abdoulaye Diop, ministre malien des Affaires étrangères, a livré un discours passionné sur l'avenir du Sahel et le rôle crucial de l'Alliance des États du Sahel, AES. Abdoulaye Diop a exprimé la conviction que ces trois pays ayant quitté la CEDEAO sont désormais animés par une volonté commune de construire une intégration régionale plus approfondie. Cette démarche vise à offrir à ces États une plus grande marge de manœuvre pour répondre aux défis et opportunités propres à la région du Sahel. Pour nous, notre engagement pour l'intégration et l'unité et l'idéal panafricain reste intact,
Mais nous trouvons que certaines de ces organisations, de notre point de vue en tout cas, n'incarnent plus cet idéal. Et qu'il nous faut, à travers l'Alliance des États du Sahel, proposer une alternative. D'avoir une organisation, qui ne soit pas pilotée par l'extérieur, une organisation qui ne devienne pas un danger pour ses membres, pour ses populations. Comment on peut travailler à rapprocher nos populations en mettant en place une autre façon de faire. Cette nouvelle orientation souligne l'importance de l'intégration régionale et de la coopération entre les États du Sahel pour relever les défis de sécurité et de développement auxquels la région est confrontée. En se regroupant au sein de l'AES, le Burkina Faso, le Niger et le Mali montrent leur volonté de travailler ensemble pour renforcer la stabilité et la prospérité de la région. L'AES se bat pour ça, pour une gouvernance améliorée, une gouvernance qui réponde aux préoccupations de nos populations. Préoccupation numéro 1, sécuritaire. Sécuritaire pour reprendre en main nos États. Et ensuite, créer des modèles de gouvernance qui peuvent... 2, mais il faut une économie, il faut une transformation structurelle de nos économies pour que nos économies profitent à nos populations. Parce que toutes ces richesses qui sont là, nous, au État de l'AES, nous voulons désormais discuter différemment. Pour rappel, l'Alliance des États du Sahel, AES, encore appelée l'Iptako-Gourma, est un pacte de coopération et de défense mutuelle conclu entre le Mali, le Niger et le Burkina Faso le 16 septembre 2023. L'accord avait été signé à la suite d'un coup d'État du 26 juillet 2023 au Niger, contre lequel la CEDEAO menaçait d'intervenir militairement. Digitaliser l'administration pour augmenter ses recettes fiscales. La Centrafrique mène depuis quelques années cette stratégie, soutenue notamment par le Programme des Nations Unies pour le développement. Pour ce faire, le pays s'est doté d'outils tels que Sidonia World, un système qui permet l'interconnexion des bureaux de douane. Séverin Douque. Pour s'assurer d'atteindre les perspectives visées, notamment doubler les recettes douanières et fiscales, le gouvernement centrafricain s'est voulu pragmatique. La digitalisation de l'administration financière du pays, mise en œuvre à travers une panoplie d'applicatifs à la pointe de la technologie et qui ont le mérite de faciliter la collecte et le traitement de données. Au bureau de douane de Bangui, Max Arnold et ses équipes travaillent à distance sur un dossier qui fait l'objet de redressement à partir de Sidonia World. La célérité dans le processus, c'est ce qu'il y a de fascinant. En plus, l'outil technologique de dernière génération, dédié à la collecte des recettes douanières, permet au jour le jour de savoir la nature, la qualité et la valeur au centime près des opérations effectuées sur une période donnée. Oui, le redressement sur Sidonia World, c'est au moment où il y a déjà pré-liquidation au niveau des guichets uniques. Et nous, ici, au niveau du terminal 1, on fait la récupération. C'est-à-dire le reste à payer, le reste des droits et taxes à payer. Aujourd'hui, avec l'application Sidonia World, on peut accéder à toutes les déclarations dans tous les bureaux, y compris les déclarations qui sont saisies depuis le guichet unique. Parce qu'il y a l'échange facile d'interconnexion avec les autres systèmes qui se fait aussi facilement. L'interopérabilité entre les applicatifs Sidonia à la douane, e-tax aux impôts et les autres Simba, Girafe, Pigeon, Patapolele, Patapay dans les autres services de l'administration permet d'améliorer et renforcer la qualité du système d'information en faveur de la collecte optimale des ressources financières, leur sécurisation et la transparence dans la gestion des dépenses publiques. Le fonctionnement optimum et la rentabilité de ce système d'applicatifs restent conditionnés par la résorption de certains défis dont le président de la République a instruit le 27 juin 2024 quelques mesures pour les relever. La création et l'opérationnalisation d'une cellule de suivi des réformes digitales. L'élaboration du schéma directeur informatique du ministère. Le renforcement des ressources matérielles roulantes, informatique, énergétique, sauvegarde. Selon les perspectives, l'économie centrafricaine devrait connaître une hausse de ses recettes intérieures à hauteur de 162 milliards de francs CFA à la fin 2024 contre 140 milliards de francs CFA en 2023. Une utilisation efficiente de ces différents applicatifs permettrait de faire bien plus pour atteindre environ 300 milliards de francs CFA. Seul véritable défi pour atteindre ces objectifs, les ressources humaines, en plus des défis énergétiques et de connectivité.
La faim comme arme de guerre au Soudan, c'est l'alerte lancée par des experts de l'ONU après 14 mois de conflit meurtrier. Un conflit qui a fait tomber un peu plus de 25 millions de personnes dans une insécurité alimentaire aiguë, soit plus de la moitié de la population. Et dans ce lot, les Nations Unies précisent que quelques 755 000 personnes sont confrontées au niveau le plus grave de la faim extrême. Les précisions de Pauline Minka. Des experts internationaux ont déclaré jeudi 27 juin 2024 dans un rapport que près de 755 000 personnes seront confrontées à la famine dans les mois à venir au Soudan et le risque de malnutrition pourrait augmenter chez les enfants. Selon le cadre intégré de classification de la sécurité alimentaire IPC, environ 25,6 millions de personnes sont susceptibles de connaître de niveaux élevés d'insécurité alimentaire aiguë entre juin et septembre. La santé de mes enfants a été gravement affectée. Certains ont même arrêté de grandir. Avant la guerre, on pouvait observer différents stades de croissance chez les enfants pendant 6 mois ou 1 an. Depuis que la guerre a éclaté, les enfants ont non seulement cessé de grandir, mais ils sont devenus plus chétifs. Les combats ont créé une catastrophe alimentaire d'une ampleur jamais vue depuis le conflit du Darfour au début des années 2000, ont déclaré les responsables des Nations Unies. Une intensification des combats pourrait restreindre davantage l'accès à l'aide aux zones menacées, d'après le système de surveillance de la faim des Nations Unies, mettant en garde contre le risque réaliste de la famine dans plusieurs zones, notamment dans certaines parties des États du Darfour, de Khartoum, du Kordofan et de Gézira. We are in a race against time. Nous sommes engagés dans une course contre la montre, non seulement pour distribuer et disposer des ressources suffisantes, mais aussi pour être en mesure de fournir ces ressources aux personnes qui sont au bord de la famine. La moitié du pays est en situation d'insécurité alimentaire grave. Si nous parvenons à accéder au financement et à les distribuer, nous serons en mesure de mettre fin à l'insécurité alimentaire. We will be able to avert an outright famine. Le conflit au Soudan a débuté en avril 2023 entre les forces armées soudanaises du chef de l'armée Abdel Fattah al-Burhan et les paramilitaires forces de soutien rapide dirigées par son ancien adjoint Mohamed Hamdan Daglo. Ces derniers mois, les combats se sont étendus dans les nouvelles zones, y compris celles des centres agricoles. L'Afrique subsaharienne concentre environ 90% des cas et des décès dus au paludisme, un défi de santé publique majeur pour la Côte d'Ivoire qui ambitionne de l'éradiquer d'ici 2030. Pour le relever, le pays renforce son arsenal de lutte. Les autorités ont réceptionné le 27 juin plus de 131 000 doses de vaccins antipaludéens. Objectif, vacciner 250 000 enfants. Reportage de notre correspondante Esther Conan. Le paludisme est une préoccupation de santé publique en Côte d'Ivoire, représentant 30% des consultations hospitalières et la première cause de mortalité. Pour lutter contre cette maladie, le gouvernement ivoirien a introduit 131 100 doses de vaccins antipaludiques R21 par Matrix M dans son programme de vaccination de routine pour un coût de 3 milliards de francs CFA. Avec ces vaccins, nous allons donc renforcer notre arsenal de lutte pour l'élimination du paludisme dans notre pays. Et nous sommes très heureux donc, de commencer donc, cette vaccination. Notre objectif, c'est vraiment de renforcer notre plan donc, de lutte contre la mortalité, surtout au niveau des enfants. Ce déploiement permettra de vacciner 250 000 enfants âgés de 0 à 23 mois dans 38 districts sanitaires repartis dans 16 régions. À noter que le vaccin a été recommandé en octobre 2023 par l'OMS pour prévenir le paludisme chez les enfants à risque de contracter la maladie. Il faut qu'on puisse continuer à renforcer les stratégies en cours. L'objectif à terme, c'est vraiment d'éliminer le paludisme d'ici 2030. Les vaccins seront déployés à partir du 15 juillet 2024 pour les enfants âgés de 0 à 23 mois. L'extension de la vaccination antipaludique se fera progressivement dans les 75 autres districts sanitaires d'ici la fin de 2024. Elle défendra les couleurs de son pays à la prochaine élection de Miss Univers. Noura Raissa Njikam est la nouvelle reine de beauté du Cameroun. Elle a été couronnée ce 28 juin lors d'une édition axée sur la lutte contre les violences faites aux femmes et aux jeunes filles. Un combat que la nouvelle Miss entend poursuivre sans relâche en créant davantage de formation et d'emplois pour les femmes. Notre correspondante Nathalie Mo est allée à sa rencontre.
S'appropriant le thème de l'édition 2024 de Miss Cameroun, lutte contre les violences faites aux femmes et aux jeunes filles, présidée par la première dame Chantal Biya, la gagnante du concours Noura Raissa Njikam a exprimé son plein engagement pour l'éducation et l'autonomisation de la jeune fille. Au Cameroun, où 80 cas de féminicide ont été recensés en 2023, selon le ministère de la Promotion de la Femme et de la Famille, le mandat de la nouvelle Miss Cameroun prend tout son sens. Pour Noura Raissa Njikam, malgré les violences, une reconstruction est possible pour les victimes. Je vais plus m'appesantir sur les formations, créer des formations pour pouvoir multiplier les emplois. Oui, et soutenir les victimes de manière sur le plan juridique et psychologique. Il y a des méthodes de réintégration pour qu'elles puissent continuer leur vie. Ensemble, nous pouvons faire la différence. Ce n'est pas une fatalité. Donc après tout ce qu'elles ont vécu, elles peuvent aller de l'avant et continuer leur vie normalement. Noura Raissa Njikam a été sacrée Miss Cameroun 2024 le 28 juin au Palais polyvalent des sports de Yaoundé. La 17e détentrice de la couronne de la plus belle femme camerounaise a dominé 26 autres candidates. La Miss Cameroun, qui représentait sous son dossard numéro 7 la région du Nord, a séduit par son éloquence et son élégance. Pour le jury, elle représente la diversité culturelle et la grâce de la femme camerounaise. Ça fait toujours du bien de voir des femmes démontrer de quoi elles sont capables et surtout qu'aujourd'hui, ce n'est pas que la beauté physique qu'on a pu élire, mais également la beauté intellectuelle, ce que la femme peut avoir en plus de son physique et voilà, c'était plutôt magnifique. La Miss Cameroun 2023 princesse Issié a conseillé force et résilience lors du passage de la couronne à Noura Raissa Njikam. Ambassadrice de la beauté camerounaise, Noura Raissa Njikam représentera le Cameroun lors du 73e concours de Miss Univers qui se tiendra au Mexique en novembre 2024. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'actualité continue sur Africa 24.